Il était une fois une damoiselle. C'était la plus exquise créature du pays. Sa beauté était célébrée jusqu'aux confins du royaume. Et elle était aussi modeste que chaste. Mais elle était retenue captive au sommet d'une tour, où elle attendait d'être sauvée par un beau chevalier. Sans défense, menacée, à jamais en quête de secours, la damoiselle du Moyen-Âge est l'archétype de la femme passive. Mais a-t-elle vraiment existé? Certaines damoiselles ont bien été retenues en haut de tour. En 1217, Nicolas de La Haye devait guetter l'arrivée des secours du sommet de ce château. Mais ce n'était pas exactement un conte de fées. Le château était assiégé par les soldats français. Et si Nicolas était coincé, elle n'avait rien d'une timide Violette. Elle était gardienne du château de Lincoln et se battait comme une lionne. Elle devait être au cœur de la mêlée. L'armée française était sur la place, en bas, avec ses catapultes et ses arbalètes, juste devant le pub. Et Nicolas devait leur jeter des morceaux de pierre comme celui-ci. Et il faut reconnaître que Nicolas était un peu mûr pour une damoiselle. Elle allait sur ses 70 ans. Mais elle avait quand même besoin d'un preux chevalier. Et elle en avait un. C'était un autre représentant du Troisième Âge. Le chevalier s'appelait Guillaume Marchal. Il avait largement dépassé les 70 ans. Mais il représentait la quintessence de la chevalerie et il était régent d'Angleterre, une sorte de doublure du jeune roi. Ensemble, nos deux retraités vainquirent les envahisseurs étrangers, sauvèrent Lincoln et par la même occasion sauvèrent l'Angleterre pour Henri III. Guillaume, toujours aussi parfaitement chevaleresque, célébra leur victoire commune en prenant son château à Nicolas pour le remettre au comte de Salisbury. Toutefois, Nicolas n'allait pas tolérer un tel comportement d'un vieux gâteux comme lui. Elle fonça sur Londres, se fit rendre le contrôle du château et en demeura la gardienne jusqu'à plus de 80 ans. Au Moyen-Âge, on n'attendait pas des femmes comme Nicolas qu'elles soient sans défense ou timides. On nous a donné une fausse image de cette époque, littéralement, et nous la confondons facilement avec la vraie. Nous sommes à Castlecore, dans l'ouest du Pays de Galles. Le château rouge en gallois. On dirait l'archétype du château médiéval. Mais c'est faux. Castlecore a été construit par un riche aristocrate victorien dans les années 1870. Il est tout aussi faux que le stéréotype de la damoiselle en détresse. Les Victoriens voyaient le Moyen-Âge comme une époque d'innocence pré-industrielle et d'héroïsme. Ils ont créé une image de la féminité médiévale qui reflétait leurs propres idéaux. Une image qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. La réalité était bien différente. Le rôle social des femmes évolua au cours du Moyen-Âge et avec la sophistication croissante de la société, elles acquirent plus de pouvoir. Mais l'histoire commence sous la domination normande, alors que les hommes tenaient fermement les rênes. Et oui, on était viril en Angleterre normande. Les femmes étaient censées faire ce qu'on leur disait. Elles étaient dépendantes de leur père et de leurs frères. Et les Normands pensaient prendre des épouses anglaises en paiement partiel de leurs indemnités de guerre. Mais dès le début, certaines damoiselles n'en firent qu'à leur tête. Nous allons vous raconter la véritable histoire de l'une d'elles. Elle comporte des scènes de sexe et de violence très crues. Pour éviter de choquer, nous utiliserons d'authentiques marionnettes médiévales. L'histoire se passe il y a près de 1000 ans. Une jeune fille s'enfuit dans les bois de Saint-Alban. Son nom, Christina de Marquiette. Elle fuit les étreintes obscènes de cet homme.
un noble du nom de Burthred. Curieusement, ce n'est pas Burthred qui tient le plus à soumettre Christina à ses étreintes obscènes. Ce sont ses parents. Et pourquoi tiennent-ils tant à voir leur fille déflorée? Eh bien, il faut remonter au début de l'histoire. Après la conquête normande de 1066, les riches anglo-saxons se retrouvèrent écartés des structures du pouvoir. Pour un couple comme les parents de Christina, le seul moyen d'y être à nouveau admis, c'était le système traditionnel consistant à vendre le corps de sa fille, c'est-à-dire la marier à un riche normand. Les mariages mixtes étaient encouragés par Guillaume le Conquérant comme moyen d'enraciner ces hommes dans leur nouveau pays. Christina, toutefois, n'avait aucune intention d'enraciner qui que ce soit. Petite fille, elle avait fait un pèlerinage à l'abbaye de Saint-Alban. Plus tard, elle fit le vœu de devenir nonne. Malheureusement, Christina a attiré l'attention du méchant Ranulf Flambard, un Normand influent, évêque de Durham. Ses parents meurent d'envie de lui rendre service en lui accordant, je ne dirais pas la main de leur fille, ce n'est pas exactement ce que le vilain Ranulf a en tête. L'évêque veut Christina pour maîtresse. Par égard pour le qu'en dira-t-on, l'évêque et les parents veulent que la jeune fille soit mariée. Il persuade donc Burthred de lui faire sa cour, étant entendu que Ranulf a la priorité sur les faveurs de Christina. Néanmoins, celle-ci tient toujours mordicus à rester célibataire. Le mariage n'est pas valide tant qu'elle n'a pas couché avec Burthred. Mais elle ne veut rien savoir. Ses parents utilisent tous les moyens. Ils la flattent, ils la brutalisent, ils versent même des potions d'amour dans sa tisane. Pour finir, ils poussent le malheureux Burthred dans la chambre en lui disant de prendre leur fille de force. Pendant ce temps, Christina grimpe littéralement au rideau, auquel elle s'agrippe jusqu'à ce que Burthred s'en aille. Elle finit par s'échapper en fuyant à travers bois. Vous serez content de savoir que l'histoire finit bien. Christina parvint en lieu sûr et devint une sainte femme célèbre ici à l'abbaye de Saint-Alban, où il est dit qu'elle fit des pantoufles pour le pape. Ah, et des sous-vêtements pour l'abbé. Dans le monde normand, les damoiselles comme Christina n'étaient pas seulement confrontées à la menace d'un mariage forcé, elles risquaient aussi constamment de se faire enlever, surtout si elles étaient riches. Toutefois, pour certaines, l'enlèvement était préférable à un mariage sans amour. Sommé d'épouser le prétendant chevaleresque de base, qui était en général, soyons francs, le tueur en série moyen ou le violeur local, la damoiselle bien informée pouvait s'arranger pour se faire enlever par son soupirant préféré. Et pour plus de sûreté, elle décidait parfois de s'enlever elle-même. De nos jours, Thornbury, sur la côte ouest de l'Écosse, est surtout connu pour son parcours de golf de championnat. Mais en 1271, un formidable château s'élevait au bord de la falaise. Son portail s'ouvrait sur l'immensité de la mer. Le château appartenait à une riche damoiselle qu'il avait hérité de son père. Elle s'appelait Marjorie, comtesse de Carrick. Un jour, alors qu'elle chassait, elle aperçut un beau jeune homme. Le désir la foudroya. Les chroniques racontent comment Marjorie, de force, de ses propres mains, ramena le chevalier, qui répugnait fort, dans son château de Thornbury. Marjorie le garda pendant 15 jours et lui prouva sûrement ses talents, car lorsqu'ils émergèrent, ils étaient mari et femme. Il naquit bientôt un fils à l'heureux couple, nul autre que Robert Bruce, le futur roi d'Écosse. Le fait est qu'au Moyen-Âge, il était parfaitement concevable qu'une jeune femme ayant du pouvoir kidnappe son homme. Marjorie n'était en aucun cas un exemple isolé.
Le monsieur tout-le-monde médiéval aurait trouvé l'idée victorienne que les femmes sont moins sexuelles que les hommes totalement loufoque. Si on veut savoir comment les gens se voient, ou comment ils veulent que les autres les voient, il est bon d'étudier leur divertissement. Et au Moyen-Âge, cela voulait dire écouter des histoires. Lire était une activité communautaire. La maîtresse de maison s'installait dans ses appartements avec ses damoiselles et elle lisait à haute voix à tour de rôle. Parfois, les histoires étaient étonnamment sexy. Elles ne s'attendaient pas à ce que leur héroïne soit timide et réservée. Prenez ceci, tiré de la légende du XIVe siècle, Gauvin et le Chevalier Vert. Résumé de l'histoire. Au cours de sa quête, Sir Gauvin fait halte pour la nuit dans un étrange château. Il se réveille au petit matin lorsque la dame de Séan entre dans sa chambre, verrouille la porte, se glisse jusqu'à son lit et s'y assoit. Elle lui dit « Mon Seigneur et ses hommes sont au loin. Les autres hommes dorment encore. Mes dames aussi. » La porte est fermée par un solide verrou. Mon corps vous appartient. Prenez votre plaisir. Des forces que je ne maîtrise pas me poussent à être votre servante. Et je le serai. Les romans harlequins peuvent aller se rhabiller. Dans l'Angleterre médiévale, la pruderie n'était pas une vertu. Par exemple, si un homme n'arrivait pas à accomplir ses devoirs conjugaux, sa femme avait toute liberté de le faire savoir en public. Un manuel du XIIe siècle prône l'examen des parties génitales de l'homme par de sages matrones qui savaient sans doute comment fonctionnaient ces choses-là. On convoquait ensuite des témoins pour observer les essais du membre sous-performant en temps réel. Le pauvre Walter de Fonte était citoyen de Canterbury. En 1292, sa femme se plaignit qu'il était impuissant. Il fut donc dûment examiné par 12 braves femmes de bonne réputation et de vie honnête, qui témoignèrent que son membre viril était, je cite, « inutile ». Quelle façon d'entrer dans l'histoire! Dans un cas semblable, mettant en cause un certain John, l'un des témoins semble s'être laissé emporter. Selon un rapport du tribunal, une matrone consciencieuse avait tellement hâte de remplir son devoir civique qu'elle dénuda ses seins. Puis, entre ses mains réchauffées devant le feu, elle tint le membre du dit John et elle enlaça et embrassa fréquemment le dit John. On n'a pas ça avec la Sécu. Cela faisait longtemps que l'Église médiévale était aux prises avec la question de la sexualité. Non qu'il y ait eu quoi que ce soit de mal dans le sexe, après tout. Dieu avait dit « croissez et multipliez ». Le problème, c'était que les gens avaient tendance à aimer ça. Il n'est pas étonnant que les écrivains religieux aient vu la femme et son appétit sexuel dévorant comme la racine de tous les maux. Il n'y a pas de plus grande malignité au monde que celle des femmes. Le poison de l'aspic ou du dragon est moins dangereux pour les hommes que la familiarité des femmes. L'image de Dieu est l'homme. La femme n'est pas faite à l'image de Dieu. Les femmes, bien sûr, payaient encore les pots cassés pour les péchés d'Ève, qu'on leur reprochait déjà longtemps avant le Moyen-Âge. Ne savez-vous pas que vous êtes Ève ? Vous êtes la porte du malin. Tout en fustigeant les femmes parce qu'elles étaient les filles d'Ève, l'Église prenait un idéal féminin de chasteté qui ne ferait pas tomber les hommes dans le péché. Évidemment, ce n'était pas un idéal aisé à atteindre, puisqu'il fallait devenir mère tout en restant vierge. Pas facile. Mais on ne peut pas dire que l'Église vivait dans la réalité sur la question du rôle des femmes. Et dans la réalité, les femmes assumaient exactement les mêmes tâches que les hommes, en plus d'avoir des enfants et de tenir leur maison. Prenons Margaret Paston, qui vécut à Norwich et ses alentours au XVe siècle.
Voici l'une de ces 3 demeures familiales. Il a dû y avoir des moments où Margaret trouvait son rôle de maîtresse de maison campagnarde nettement plus mouvementé qu'on ne l'aurait imaginé. Caister Castle, dans le Norfolk, faisait l'orgueil de la famille. C'était l'une des premières demeures entièrement en briques d'Angleterre, avec 40 chambres, 2 salles, une chapelle, des cuisines, un cellier, une cave, une dépense, un office, une armurerie, une brasserie, une boulangerie et des étables. Et Margaret dirigeait tout. Par-dessus le marché, elle était censée prendre la place de son mari à la guerre quand le besoin s'en faisait sentir. Les Paston étaient une famille à l'ambition dévorante, qui avait rapidement acquis de vastes terres dans le Norfolk et beaucoup d'ennemis par la même occasion. John, le mari de Margaret, était un avocat madré qui passait la plupart de son temps à Londres, laissant sa femme à la maison. Dommage pour eux, mais tant mieux pour nous, car le couple amoureux s'écrivait sans cesse. Et par un petit miracle, nombre de ces lettres ont survécu. Elles nous disent que pendant que son mari défendait les intérêts de la famille devant les tribunaux, Margaret, dans le Norfolk, défendait leur domaine de manière bien plus dramatique. En 1448, un certain Lord Morlanes affirma que la maison dans laquelle elle vivait lui appartenait et menaça de l'attaquer avec une petite armée. Margaret envoya une lettre à son mari lui réclamant quelques provisions pour la maison. « Très honorable mari, je vous prie d'acheter des arbalètes et des manivelles pour les remonter, et des flèches, et aussi 2 ou 3 haches d'armes. Je vous prie aussi de me rapporter une livre d'amandes et une livre de sucre, ainsi que du drap fin pour me faire un capuchon. » Finalement, Lord Morlanes envoya 1000 hommes d'armes avec des béliers et des bouches à feu. Ils enfouirent des mines sous l'édifice et le mur de la pièce où se tenait Margaret s'effondra. Elle fut emportée, sans doute avec toutes ses arbalètes, ses haches d'armes, ses amandes et son sucre. À mesure que le Moyen-Âge avançait, l'amélioration du statut des femmes se voyait reflétée dans ce qu'elles portaient. Mais bien que la femme médiévale ait endossé un rôle masculin, plus elle acquérait l'égalité, plus elle s'habillait de manière à mettre sa féminité en valeur. Sarah Sarsfield, spécialiste du vêtement médiéval, m'a montré quelques modèles tendance avec l'aide du Borough Players du Gainsborough Old Hall dans le Lincolnshire. Tout le monde voit la femme médiévale avec un cône de signalisation routière sur la tête. Mais pour autant que nous le sachions, les Anglaises n'en ont jamais porté. Nous avions la version plus courte, pas le hénin pointu bourguignon. Au XIVe siècle, les costumes sont plus élaborés et plus splendides, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Pas forcément plus splendides, mais on passe de couches de tissu fin et flottant à des choses beaucoup plus près du corps. Robe est un terme générique pour ce que portent les hommes et les femmes par-dessus. Celle-ci est des plus luxueuses car c'est du velours. C'est une dame, son mari occupe une haute position à la cour, ils peuvent se le permettre, ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Quel est votre statut social ? Je suis une respectable veuve de classe moyenne. Mes vêtements ne sont donc pas aussi ajustés que ceux de Dawn. Je n'essaye pas de tout aplatir. Lady Burrough est habillée pour le dîner, c'est une robe de cérémonie. Il faut que tout le monde soit impressionné à son entrée, qu'elle soit à la hauteur de son rôle, de sa position. Le XIVe siècle semble avoir été une des meilleures époques pour les femmes. Oh oui. Dans les 100 ans qui suivirent la conquête, les dames de la noblesse troquèrent leurs robes simples pour des broderies recherchées et des coiffures encore plus élaborées. Le développement du commerce mit sur le marché une plus grande variété de tissus colorés, et les femmes commencèrent à faire clairement savoir qui elles étaient par ce qu'elles portaient. Ironiquement, au milieu du XIVe siècle, elles avaient acquis plus de pouvoir grâce à une catastrophe sociale. En 1350, la moitié de la population anglaise avait succombé à la peste noire. Cela provoqua une pénurie de main-d'œuvre chronique. Les femmes durent assumer des rôles traditionnellement réservés aux hommes.
Une nouvelle race de damoiselles vit le jour, la damoiselle d'affaires. Nous ne savons pas grand-chose de ces femmes. Elles n'ont guère laissé de documents. Elles devaient être trop occupées à commercer. Toutefois, en 1934, on découvrit un manuscrit vieux de 500 ans. Il s'avéra que c'était justement l'autobiographie d'une de ces femmes. Elle s'appelait Marjorie Kempe et elle était née ici, à King's Lynn, en 1373. Elle avait toujours joui d'un bon train de vie. Marjorie se voyait comme une femme très à la mode. Ses cheveux tressés étaient retenus par une résille d'or et ses vêtements étaient fendus pour laisser apercevoir dessous des étoffes encore plus somptueuses. Ouh là là! Son mari devait penser qu'elle était bien assez belle sans chichi, ou alors il trouvait les chichis trop chers. Toujours est-il qu'il refusait de les payer. Marjorie, en femme moderne et battante qui se respecte, décida donc de gagner son argent elle-même et fonda une brasserie. La plus grande de la ville de Lynn. C'est alors que se produisit une chose étrange. Elle cessa de se faire mousser. Ou plutôt, sa bière cessa de mousser. Elle était en pleine fermentation, fabriquant une belle mousse comme celle-ci, quand tout d'un coup, elle s'aplatissait et coulait. Franchement, il n'y a pas plus gênant pour un brasseur que de ne pas avoir assez de mousse. Au bout d'un moment, ses employés décidèrent qu'ils ne pouvaient plus supporter une telle disgrâce professionnelle et partirent. L'affaire périclita. Marjorie n'allait pas se laisser abattre. Elle acheta des chevaux et un moulin et entreprit de moudre du grain. Mais les chevaux se mirent à marcher à reculons. Au bout du compte, le meunier s'enfuit. Et le bruit courut dans la ville de Lynn que ni homme ni bête ne voulait travailler pour elle. Pour une femme polyvalente comme Marjorie, il était temps de changer à nouveau de carrière. Et bien que cela puisse nous sembler un choix étrange, elle décida de devenir hystérique religieuse professionnelle à plein temps. Marjorie avait découvert un domaine où elle excellait, pleurer. Et je ne parle pas de la petite larme écrasée furtivement quand elle était triste. Elle sanglotait en public, extrêmement fort et sans interruption. Elle sanglotait pendant les repas, elle sanglotait pendant les sermons, elle criait, hurlait et se roulait par terre. Une sainte femme a dit que c'était un don du Saint-Esprit. Mais pour la plupart des gens, c'était une vraie plaie. Quand Marjorie partit en pèlerinage, ses compagnons de route ne purent supporter qu'elle pleure et crie pendant tout le dîner. Ils l'abandonnèrent avant d'avoir fait un quart du chemin menant à Jérusalem. Ce n'était peut-être pas une femme d'affaires typique de l'époque, mais au moins, avant de mourir, elle était entrée à la guilde. Voici le registre de la guilde de la Trinité en 1438. On y voit l'enregistrement de sa cotisation. Marjorie Kempe, 20 shillings. Les damoiselles prenaient résolument leur place dans ce qui avait été un monde exclusivement masculin. À la cour de Richard II, par exemple, les femmes étaient très en vue. C'était un endroit très sophistiqué. La mode des conversations raffinées, sensibles, supplanta celle des discussions viriles sur l'art de la guerre et la dernière cuite en date. L'accent fut mis sur les arts, la poésie, la musique, la mode et la grande cuisine. Les chroniqueurs conservateurs en furent complètement retournés. Le roi s'entoure de chevaliers de Vénus, plus vaillants dans la chambre à coucher que sur le champ de bataille. Richard fut le premier roi à faire une femme duchesse de plein droit. Le sexe faible, semble-t-il, faisait son chemin. Mais le balancier qui avait penché vers les femmes pendant tout le Moyen-Âge commença à repartir de l'autre côté. En 1450, il n'y avait plus de pénurie de main-d'œuvre. La population avait commencé à se stabiliser et le cycle économique se renversa. Les femmes furent les premières à en pâtir. C'était le début de la réaction. L'un des meilleurs exemples de cette réaction brutale contre le pouvoir des femmes est l'histoire extraordinaire de Jeanne d'Arc.
En 1429, les Français étaient en train de perdre la guerre contre les Anglais, quand le commandement de l'armée française fut confié à une jeune paysanne de 16 ans qui affirmait être guidée par Dieu. Jeanne écrasa les Anglais à Orléans, mais elle fut capturée l'année suivante. Elle était allée à la bataille vêtue en homme, et elle resta habillée ainsi en prison, ses chausses et sa tunique fermement lacées ensemble, apparemment pour éviter de se faire violer par ses gardes. Mais on lui dit qu'une femme portant des vêtements d'homme commettait un crime contre Dieu, et pour ce crime, elle fut brûlée vive. Ce qui se passait était sinistre. Plus tard, on déclara que Jeanne avait été brûlée pour sorcellerie. Mais c'était faux. Le monde médiéval n'était pas très porté sur la sorcellerie. Des siècles d'enseignements chrétiens avaient fait comprendre que de telles croyances n'étaient que de la superstition. Ce qui était signifié très clairement par contre, c'est qu'une femme assumant un rôle masculin serait dorénavant considérée comme anormale. Il n'y a pas de plus grande malignité au monde que celle des femmes. En cherchant à restreindre le rôle social des femmes, les hommes commencèrent à les diaboliser. Et ils s'assurèrent le concours de l'Église pour y parvenir. Dieu condamne tout votre sexe. En 1484, le pape déclara que les sorcières n'étaient pas des créations de l'imagination, mais un mal bien réel. Ces paroles déclenchèrent une chasse aux sorcières, je ne trouve pas d'autre mot, à travers toute l'Europe. Cela mena à l'exécution légale de dizaines de milliers de femmes. En fait, durant la période qui suivit, la Renaissance, les relations entre les damoiselles et leurs hommes se détériorèrent gravement. Et les femmes ne pouvaient même pas se tourner vers Saint-Georges pour les sauver. Pendant cette période, le dragon qu'ils terrassent se retrouve parfois mystérieusement doté d'un appareil génital féminin. Que diable se passait-il? L'une des interprétations veut que Saint-Georges représente la chasteté, tandis que le dragon symbolise la sexualité féminine débridée, qui peut miner l'autorité masculine. Les femmes devaient se soumettre au contrôle des hommes. Les superstitions et les brutalités dirigées contre les femmes furent le produit de la Renaissance, pas du Moyen-Âge. L'histoire de ces 500 dernières années en a été profondément marquée. Ces 2 derniers siècles ont été beaucoup plus durs que le Moyen-Âge ne le fut jamais pour les femmes. À l'époque victorienne, une femme intéressée par le sexe était considérée comme malade ou folle. Cette attitude aurait été incompréhensible pour les gens du Moyen-Âge. Les Victoriens étaient déterminés à marginaliser le rôle des femmes dans la société, à les dépouiller de leur pouvoir et même à les priver de leur sexualité. C'est pourquoi ils ont inventé la damoiselle médiévale en détresse.